They see a guy who lives in a van, a gambling junkie who missed his shot, the best that never was. But I see possibility. And if you don't love me now. 20 ans après, les talibans font leur retour au pouvoir. Les gens qui sont dehors, là, je sais ce qu'ils vivent. C'est l'enfer. Brad Pitt à plus de 300 km/h au volant d'une Formule 1, Roche Dizem face aux talibans dans 13 jours, 13 nuits et Once Upon a Time in Gaza, thriller dans l'enclave palestinienne. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Thomas Borez. Bonjour Louise. Avec nous comme chaque semaine et on va débuter aujourd'hui avec F1 de Joseph Kosinski, bolide hollywoodien avec Brad Pitt donc dans le cockpit. Voilà, par le scénariste, le producteur et le réalisateur de Top Gun Maverick, respectivement Ehren Kruger, Jerry Bruckheimer et Joseph Kosinski, le cinéaste. Mais cette fois, vous l'aurez compris, sans Tom Cruise et sans avion. Brad Pitt, donc, dans des voitures de course, se charge de faire chauffer le bitume et de faire oublier bien les raids dans les airs. La recette, elle, est un peu la même, ou comment un pilote un peu has-been, Pitt, donc, va être engagé pour sauver une écurie de F1 en perte de vitesse. Va-va-voum, c'est parti. You're saying Sonny Hayes isn't a has-been. He's a never was. If the last thing I do is drive that car, I will take that life, man. 1,000 times. I'm offering you an open seat in Formula One. The only place you could say, if you win, you are the absolute best in the world. Alors Thomas, vous l'avez dit, avec F1, les producteurs cherchent à viser les sommets atteints par Top Gun Maverick. Reste donc à savoir si Brad Pitt, 61 ans quand même, peut faire aussi bien que Tom Cruise. Oui, c'est un vrai test pour l'acteur, pour Brad Pitt, qui incarne plus, on va dire, la star d'un cinéma d'auteur premium, plus qu'une figure de proue d'une machinerie commerciale comme Tom Cruise, lui qui a prouvé évidemment depuis de nombreuses années, avec la saga Mission Impossible, qu'il était un véritable action hero. Alors c'est vrai que c'est difficile de se sentir à la hauteur de Tom Cruise qui, on le rappelle, réalise lui-même une grande partie de ses cascades. Voilà justement ce qu'en pense Brad Pitt. C'était lors de l'avant-première du film à New York. Écoutez-le. Je n'appellerais pas vraiment ça des cascades, rien à voir avec ce que fait Tom Cruise. Là oui, ce sont de vraies cascades. Lui, c'est un peu comme s'il avait perdu la tête. Ce qu'on fait, nous, en voiture, c'est très contrôlé. Étonnamment, c'est même assez apaisant comme sensation. Voilà, les petits clins d'œil sympas. Tom Cruise en personne est venu, c'était il y a quelques jours, à l'avant-première à Londres, pour soutenir Brad Pitt dans cette aventure. On le voit là, voilà, ils sont collade. Ils sont tout contents. C'est so American, pour dire les choses comme ça. Alors c'est vrai que pour filer la comparaison avec Top Gun, il faut se rappeler que le premier volet, dans les années 80, avait été en fait soutenu par l'armée de l'air américaine qui voulait profiter du succès de ce film pour engranger des recrues dans ses rangs. Et là, il faut savoir que depuis 2019, le monde de la F1 appartient à une entreprise américaine, elle s'appelle Liberty Media, et bien que cette entreprise dépense sans compter donc des plans de communication pour rendre la F1 attractive. Et ce film participe donc vraiment d'un plan de communication de la FIA, la Fédération internationale de l'automobile, qui a d'ailleurs accepté, on le voit sur les affiches, l'utilisation du logo officiel des championnats du monde de F1. Bon, on sent bien la stratégie marketing, mais alors au-delà de ça, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir au cinéma ? Oui, alors ce qui est drôle, c'est que paradoxalement, le film devrait rebuter, j'imagine, les fans de F1, parce qu'ils y verront vraiment un travestissement de leur sport pour le rendre compatible, on l'a bien compris, avec une vision purement hollywoodienne. Alors pour le reste, c'est vrai qu'il y a la décontraction de Brad Pitt qui joue beaucoup, qui assume pleinement ici son statut de vieux dinosaure des 80s, prêt à corriger et finalement aider un jeune loup. Voilà, donc c'est plutôt sympathique, même si c'est un petit goût un peu quand même réac, et il faut bien le dire. Le scénario, lui,
qui, il semble, il faut le dire, un peu généré par une IA, à qui on aurait demandé surtout pas de chercher des audaces, quitte à bégayer en permanence. Reste quand même, et ça c'est le plus important, les courses trépidantes pour la plupart. Rappelons au passage qu'avant d'avoir relooké Top Gun, vous le voyez sur ces images, Joseph Kosinski avait tenté de réveiller la saga Tron. Pour les amateurs de sensations fortes, donc. Alors, de l'action, toujours, Thomas, mais dans un contexte très différent, avec 13 jours, 13 nuits de Martin Bourboulon. C'est avec Roch Dizem et Lina Koudry, un film qui a pour toile de fond la prise de Kaboul par les talibans. Voilà, la ville ainsi assiégée devient irrespirable. L'ambassade de France devient le dernier bastion, le dernier lieu sûr, incitant des Afghans à demander la protection de l'État français en vue de leur départ du pays. Alors le commandant français, Mohamed Bida, vous l'aurez compris, c'est Roch Dizem qui l'incarne, organise à la hâte un convoi entre l'ambassade et l'aéroport. Voilà, au dehors, la tension monte. Regardez. J'ai un plan pour sortir de là. Et tout ça, j'y arrive là-bas. Au premier coup de feu tiré, nos chances de s'en sortir sont quasiment nulles. Je suis désolé. Pas la laisser. On n'a pas le choix. Voilà donc le commandant français dont je parlais, qui a inspiré Roch Dizem, existe vraiment. Il a tiré de son histoire à Kaboul un livre que les scénaristes du présent film ont respecté à la ligne. On voit le modèle et sa représentation à l'écran. Voilà donc un film tout à la gloire de notre héros honnête, droit, téméraire, humain, bref, un visage, on s'en doute que la France aimerait renvoyer d'elle-même. Tout ça est suivi, on va dire, principalement au drone par Martin Bourboulon. Il adore les drones. Martin Bourboulon, quand il sait pas quoi faire, hop, il met la caméra dans les airs. Comme ça fait de l'effet. Voilà. Il faut dire que c'était le réalisateur de la saga des Trois Mousquetaires. Mais avant ça, de Papa ou Maman, n'essayez pas de chercher de corrélation entre tout ce monde un petit peu mélangé. Voilà. Alors, à défaut d'un quelconque point de vue sur l'histoire qu'il raconte, c'est vrai, Martin Bourboulon se place en artisan, docile et soucieux d'efficacité. Ce 13 jours, 13 nuits fait penser un peu à ressucer un poil laborieux de Argo. Souvenez-vous, ce film de Ben Affleck. Très réussi pour le coup. Voilà, film qui avait vraiment le mérite d'imprimer une tension et de proposer un récit foisonnant, sans commune mesure. Il est vrai, avec ce récit un peu trop horizontal de ce 13 jours, 13 nuits. Bon. On va passer à Once Upon a Time in Gaza, des frères arabes et Tarzan Nasser, cinéastes et jumeaux palestiniens. Ils nous plongent ici au cœur de Gaza en 2007, année qui a vu le Hamas prendre le contrôle de l'enclave. On y suit ici les magouilles d'un petit trafiquant. مثل فيلم يكون أول فيلم سينما أكشن في غزة كلياتها بدي إياك تلعب دور البطولة كات ليش تطلع فيه انت؟ طلع وين ما بدي كات يا عمي كات معلش اهدى شوي شو اللي كات Voilà, précisons que ce film, thriller et comédie, a été tourné en Jordanie. D'abord un titre en forme d'épopée, Once Upon a Time in Hollywood. À moins qu'il s'agisse, in Gaza, pas Hollywood. Mais on voit la référence au Tarantino. Il est question de cinéma dans le film. Exactement. Absolument, on avait raison. À moins qu'il s'agisse donc pour les frères jumeaux Nasser d'assumer le compte et de prendre ainsi leur distance avec un réel qui renvoie Gaza à son unique statut de ville martyre. Vous l'avez précisé, par un effet anachronique. D'ailleurs, le film débute par une récente saillie de Trump qui rêvait de voir la bande de Gaza comme une nouvelle côte d'Azur au Moyen-Orient. L'action du récit, vous l'avez dit, donc, se situe en 2007, l'année où le Hamas a remporté les élections législatives. Voilà, alors le récit mêle habilement ironie et drame, gravité et légèreté, c'est vrai, quotidienneté et enchantement, jusqu'à sanctifier et sacrifier l'un de ses héros par l'absurde. Car oui, dans cette ville repliée sur elle-même, la vie sous cloche oblige à jongler avec
ses sentiments en permanence. On a rencontré à Cannes les deux frères jumeaux, Arab et Tarzan Nasser. Ils ont été interrogés par nos confrères. L'un d'entre eux, d'ailleurs, Arab Nasser, nous a répondu voilà en quoi Gaza était représenté dans son film et comment. Même de nos jours, demain pourrait n'être qu'un souvenir. En effet, le moment suivant n'est jamais garanti. Il suffit d'un instant pour qu'on vous attaque et que des chars se retrouvent devant votre maison. C'est l'histoire que nous essayons de raconter à propos de Gaza. Aujourd'hui, avec le génocide, l'ensemble de la bande de Gaza est en train de devenir une histoire de « il était une fois ». Lorsqu'on parle de Gaza aujourd'hui, c'est comme s'il s'agissait d'une histoire du passé. Israël a détruit Gaza du nord au sud. C'est désormais du passé. Voilà, et on note aussi le look assez incroyable de ses frères Tarzan et Arab Nasser, et évidemment leur film résonne d'une façon particulière vu l'actualité. On va terminer avec un film d'animation français qui nous entraîne dans le Japon des années 60. Ça s'appelle Amélie et la métaphysique des tubes. Ça rappelle un titre bien connu d'un roman. D'Amélie Nothomb, qui donc est l'inspiratrice de ce film d'animation, est réalisé par un duo de réalisateurs et une réalisatrice, Maëlys Valade et Lian Cho-han. S'inspire donc d'un récit très autobiographique, on l'a dit, de la romancière Amélie Nothomb, qui se souvenait dans ce roman de son enfance japonaise. On la voit ici, Amélie Nothomb, et plus précisément de la servante qui s'était occupée d'elle à l'époque. Très beau récit qui rappelle d'ailleurs un peu des récits de Marguerite Duras. Voilà, beauté et simplicité du trait, grâce d'un récit qui parle de la perte et de cette idée de l'éphémère. J'ai retenu cette phrase qui vaut à elle seule la justification de ce récit. Puisque ce qui m'a été donné me sera repris, je devais de me souvenir, dit Amélie en voix off. C'est très beau, très poétique, très joli. Merci beaucoup Thomas, à la semaine prochaine et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter donc sur des images du très poétique Amélie et la métaphysique des tubes. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Est-ce que c'était ça la vie? Une grande bouche vorace qui ne retenait rien? Mais non, les souvenirs restent. Puisque ce qui m'a été donné me sera repris, je devais me souvenir. Je veux tout voir, tout sentir. Écrire passionnément chaque page de mon existence.